Bienvenue sur cet épisode des Jasettes de l'Espoir. Mon nom est Karine Guillemette, responsable de l'aide aux familles pour la Fondation des gouverneurs de l'Espoir. Ce podcast a pour but de vous présenter des gens extraordinaires qui s'impliquent avec la Fondation, que ce soit à titre de bénévoles, de donateurs, mais surtout de vous présenter ces merveilleuses familles touchées par la maladie de leur enfant. À travers ce podcast, nous voulons mettre en valeur leurs histoires et vous partager l'impact que notre organisme a dans la vie des familles que nous soutenons. Au nom de la Fondation des gouverneurs de l'Espoir, je vous souhaite une bonne écoute. Salut, merci de nous choisir et de passer les prochaines minutes en notre compagnie. Peut-être est-ce que vous me reconnaissez, Patrice Bélanger. Sinon, je vous demande d'arrêter d'écouter maintenant. Non, c'est pas vrai. Bien sûr, peut-être que vous m'avez déjà vu La Bête comme acteur, animateur, comédien et autres. Mais si je suis aussi aujourd'hui, c'est parce que je suis le porte-parole de la Fondation des gouverneurs de l'Espoir. Et bienvenue dans ce podcast, Les Jasettes de l'Espoir, titre qui dit tout. Espoir parce que, bien sûr, c'est le mandat de la Fondation, grâce à des sous, de faire naître l'espoir et de permettre à cet espoir de toujours rejaillir au sein des familles aux prises avec des enfants gravement malades. Et les Jasettes parce que j'ai la chance de m'entretenir avec des gens importants pour permettre à cette fondation-là de poursuivre son œuvre, dont quelqu'un qui est à ma gauche présentement et qui est là depuis les tout débuts de la Fondation des gouverneurs de l'Espoir, Roger Fermont. Salut. Bonjour. Et je suis aussi en compagnie de Stéphanie Filion, qui s'implique maintenant depuis 2 ans au sein du conseil d'administration, mais depuis encore plus longtemps comme femme d'affaires pour aider à renflouer nos coffres à la Fondation. Allô, Stéphanie Filion. Bonjour, Patrice. Merci à vous deux d'être là ce matin. Merci même si t'es le doyen, l'aîné, le presque grand-papa de la Fondation, Roger, la galanterie s'impose. Je commencerai par Stéphanie, si tu le veux bien. D'accord. Alors, Stéphanie, merci de t'impliquer auprès de la Fondation des gouverneurs de l'Espoir. Pour comprendre un peu qui tu es et ton implication, pourquoi tu ne nous dresserais pas un petit peu le portrait de de ton parcours qui t'a mené comme ça jusqu'à la Fondation des gouverneurs de l'Espoir? Wow, OK, tu me lances ça vite. Qu'est-ce que tu as mangé pour déjeuner? Est-ce que tu déjeunes systématiquement dans tes restaurants? Mais non, c'est parfait. Mais nous, je parle au nous parce que moi et mon conjoint, on est associés ensemble auprès de franchisé McDonald's et on a la chance de faire un grand McDon à chaque année. On connaissait déjà la Fondation des gouverneurs de l'Espoir dans le temps qu'on restait ici sur la Rive-Nord de Montréal. Vous en aviez entendu parler comment à l'époque? Par des gens qu'on connaissait qui étaient déjà gouverneurs. OK. Mais c'était de loin. Et on est déménagé sur la rive sud de Montréal pour le travail. Et on a eu la chance, justement, parce qu'avec le Grand McDon, on a la possibilité de redonner à la communauté à chaque année. Et c'était une évidence même que pour nous, on se dirigeait vers la Fondation des gouverneurs de l'Espoir parce que c'est une fondation qui nous rejoint beaucoup. Ça fait vraiment... elle nous rejoint avec nos valeurs qu'on a. C'est comme ça que ça a commencé avec la Fondation. Ça fait 5 ans maintenant qu'on est gouverneur de l'Espoir. Et à tous les années, on travaille fort pour ramasser des sous pour la Fondation. Et tellement fort que tu as même décidé d'inaugurer une soirée gastronomique à laquelle j'ai l'immense bonheur de participer. Parce que la soirée gastronomique, c'est une soirée où on mange des plats, disons, haut de gamme, mais fait à partir de tous les ingrédients qu'on retrouve. Des ingrédients McDonald's. Et voilà. Tu peux retrouver la sauce Big Mac, tu peux retrouver les cornichons. Et ça avait été un beau succès. Puis l'idée était venue par le passé, les franchisés faisaient... Parce que être franchisé McDonald's, ça fait partie... comment est-ce que je pourrais dire ça? Du mandat que vous avez? Un des mandats, mais c'est pas tout le monde qui est obligé... on n'est pas obligé non plus de s'impliquer face à ça, mais nous, ça fait partie vraiment des grandes valeurs que vous portez. Que nous portons. Alors, ça allait de soi que fallait s'investir à fond pour redonner
à la Fondation. Puis, t'es maman toi-même? Oui, moi, je suis maman de deux grandes filles. Puis, en santé, je touche du bois à chaque fois que je dis ça. Non, mais c'est un privilège d'avoir des enfants en santé. Puis, quand ça vient... puis, on n'est pas à l'épreuve de ça. C'est pour ça que de parler de ça, de dire, moi, je suis chanceuse, j'ai des enfants en santé, ça vient... Je m'arrête toujours, puis je me dis, OK, Steph, on est chanceux, on est privilégiés, parce que ça peut nous arriver. Mais est-ce que c'est ce qui fait que j'ai envie de dire, tu te venges en double, c'est-à-dire que parce que tu as un niveau d'implication quand même hors norme, là, on pourrait s'impliquer en faisant, il y a eu le Grand McDon, voilà mon chèque, merci, bonsoir, non. Mais tu t'impliques de next level, là, comme on dit, là, tu comprends, tu t'impliques beaucoup plus que la moyenne des ours. Je sais pas pourquoi j'ai dit ours, mais... d'un ours? que le commun des mortels. Mais ce niveau d'implication-là, est-ce qu'il te vient du fait que tu réalises le privilège que tu as d'avoir des enfants en santé, mais que c'est pas donné à tout le monde? C'est un privilège, tu as effectivement raison dans ce que tu dis, c'est un privilège d'avoir des enfants en santé. Effectivement, c'est pas donné à tout le monde. Puis, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal d'un enfant qui tombe malade ou ça marche pas avec. Fait que c'est pour ça que c'est hyper important pour nous de redonner ceux qui vivent des épreuves à un jeune âge. Ça doit pas... c'est vrai. Les histoires qu'on entend, ça vient me chercher dans le fond... Ouais. Un qui est là, qui entend des histoires depuis 20 ans maintenant, parce qu'il est là depuis le tout début de la Fondation des gouverneurs de l'espoir, c'est Roger. Salut Roger. Salut, ça va? Moi, je vais très très bien, merci, mais j'ai envie que tu me parles un peu de cette histoire de la Fondation des gouverneurs de l'espoir. D'abord, toi qui es là depuis 20 ans, en quoi est-ce qu'elle a grandi et évolué en 2 décennies? En fait, ça a commencé tout bonnement. La maman d'un enfant qui a tombé malade, c'était une dame qui venait de mon patelin à moi. Puis, en fait, c'est comme ça que c'est arrivé. Ma fille, elle allait à l'école avec ce garçon-là. Fait que bon, on était un peu, par la force des choses, on savait ce qui se passait. Puis ça a commencé comme ça, tout simplement. Fait qu'en 20 ans, j'ai suivi la fondation, mais ma fille, elle allait à l'école. Alors, elle m'en parlait du petit garçon, elle m'a dit. Puis à un moment donné, ce petit garçon-là a été retiré de l'école pour toutes sortes d'espèces de raisons, là, de la maladie. Fait que nous, on les voyait pas, mais on savait ce qui se passait quand même par la force des choses. Fait que et tu t'es senti interpellé par cette histoire-là au point de lever la main et de faire « Hey, comment est-ce que je peux collaborer? » Oui. Bien, en fait, j'ai toujours fait du bénévolat dans ma vie. Puis je trouvais que cette cause-là, c'est quand même une cause, comme Stéphanie le dit si bien, un enfant malade, ça ne devrait pas exister. En tout cas, ça existe, mais on n'a pas le choix. Et si on peut contribuer à améliorer le sort de ces enfants-là et de ces familles-là, ben, c'était ça le mandat que je m'étais donné à ce moment-là. Est-ce que tu réalises que tu fais partie d'un organisme et avec aussi les abeilles du Surroi qui ont existé pendant près de 15 ans, qui était une espèce de parallèle ou sur une voie parallèle avec la Fondation, mais toujours de cœur et conjointement pour amasser des sous. Est-ce que tu réalises que tu as participé à la levée de plus d'1,5 million de dollars en 20 ans, Roger? En fait, on ne le réalise jamais quand on le fait. C'est bon, avec les années, là, finalement, on arrête et on se dit, OK, on a fait ça. Ben, ça se fait pas tout seul, on s'entend. Je pense que c'est beaucoup d'énergie mis ensemble dans un groupe, autant la Fondation que les abeilles. C'est aussi beaucoup de plaisir. Si j'aurais pas eu de plaisir à faire ça, je n'aurais pas fait ça. T'sais. Je pense que c'est important. Quand tu es appelé à... Puis je te relance la question aussi, je t'inclus dans le forfait, Stéphanie. Quand on doit solliciter des complices, des collègues, que ce soit du milieu des affaires ou des partenaires, comment on s'y prend pour ou en fait, est-ce que c'est difficile de convaincre des gens d'embarquer, d'emboîter le pas de la Fondation des gouverneurs de l'espoir? Au contraire, après quelques phrases, quand ils comprennent ce que fait la Fondation, ça y est, c'est presque réglé? Bien, pour moi, je suis zéro gênée d'aller solliciter les gens ou j'y crois tellement, cette Fondation-là. C'est tellement... tu vis un peu ce que les familles vivent. C'est un lien direct. Puis j'ai rarement vu des fondations où est-ce que tu avais un contact aussi direct que ça. Tu sais, il y a la phrase qui dit une goutte dans un océan, là, mais avec cette fondation-là, c'est comme une goutte de bien dans leur famille qu'on leur donne. Juste ça, ça me fait « Ah, OK, j'ai pu faire un peu de bien. » Je le ressens, ça. Puis, non, c'est ça. Fait que je suis pas gênée d'aller solliciter les gens, mais zéro. Puis, je vais continuer. Oui. Roger? En fait, je dis tout le temps, quand on raconte une belle histoire, ou même une moins belle, les gens, en fait, je dis tout le temps, les gens qui nous entourent, c'est des gens qui sont comme nous. C'est des gens c'est des gens de cœur, c'est des gens qui nous ressemblent beaucoup, parce que sinon, ils ne feraient pas partie de notre entourage. Fait que ils peuvent pas être insensibles à ce qu'on dit. Fait que par la force des choses, ça se fait naturellement, je pense.
Est-ce qu'au cours des 20 ans, Roger, il y a eu des moments, puis peut-être que c'était arrivé dans tes 5-6 ans de collaboration avec la Fondation aussi, Stéphanie, est-ce qu'il y a des moments où on a eu envie de baisser les bras? Parce que porter une fondation à bout de bras, être en mode sollicitation, expliquer les besoins que l'on a, puis des fois d'essuyer des refus, forcément, en cours de route, est-ce qu'il y a eu du découragement en cours de route pendant ces 20 années-là? J'imagine que c'est arrivé. Je dirais, c'est pas du découragement, mais je dirais plus, c'est un peu un manque de motivation par moment, dans le sens que, bon, là, on pense qu'on est arrivé au bout de notre rouleau, on a donné ce qu'on pensait pouvoir donner. Finalement, il y a tout le temps quelqu'un qui dit quelque chose, qui te booste, qui te donne un petit coup, puis, ouais, comme je dis, c'est aussi beaucoup dans le plaisir. Fait que tant que tu as du plaisir, puis tu es avec des gens que tu aimes, faire du bénévolat, c'est aussi très facile. Ben oui, mais en même temps, ils sont pas si nombreux les gens qui donnent aussi généreusement. Ça devient d'où cette passion-là, cette, j'ai envie de dire, facilité, là, comprends-moi bien, là, je pense pas que ce soit facile de le faire, mais pour toi, ça semble naturel de donner de ton temps pour aider plein de causes, dont la Fondation des gouverneurs de l'espoir. En fait, je dirais que j'ai appris ça jeune. Mon père, c'est un homme qui faisait beaucoup de bénévolat, puis dans ma vie, ça m'a suivi. Puis j'ai fait la même chose avec ma fille. Ma fille jeune a commencé à faire du bénévolat, puis je pense que c'est ça. Ça a été inculqué dans ma nature très jeune. Ouais. Et toi, est-ce que, jusqu'à maintenant, dans tes 5 années de collaboration avec la Fondation, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, aïe, il faut se retrousser les manches, il faut foncer? La petite passe où est-ce que, je sais pas si tout le monde a entendu parler de la COVID, mais il y a 2 ans de ça, tu sais, quand on a tous mangé une claque, là, je me suis fait, OK, qu'est-ce qu'on va faire avec la Fondation? C'est des événements qui rapportent le plus quand on fait des événements. Mais de voir les filles qui se sont retournées, qui ont remonté les Quand tu dis les filles, tu veux dire les dames à Mylène, Catherine, oui, celles qui travaillent oui. pour la Fondation, se sont revirées, ils ont trouvé des idées. J'ai fait, OK, là, Steph, come on, là, t'es capable. Fait, c'est ça, on va chercher... Mais tu as raison que la pandémie nous a frappé de plein fouet parce que ça a impacté, et ça pour toutes les fondations, mais notamment la nôtre, c'est-à-dire tout ce qui était des grands rassemblements comme les tournois de golf, les grands banquets, ça n'existe plus. Ce qui était les éléments de base pour remplir nos coffres et aider en ajoutant toujours plus de familles à chaque année. Mais en plus, c'est que la maladie a pas pris une pause. Non, pas Notre du tout. vie a été mise un peu sur pause. Il y a eu des confinements, des couvre-feux, puis c'est reparti, puis c'est revenu. Puis on fait, oh mon Dieu, que c'est laborieux. Mais il y a des familles qui, elles, étaient avant aux prises avec des enfants malades et la maladie de leur enfant n'a pas cessé. Et ça s'est juste ajouté par-dessus. Fait qu'effectivement, tu as raison, la claque que nous avons mangée, nous qui sommes choyés d'avoir des enfants en santé, ce n'est qu'un écueil de plus pour des familles avec des enfants malades. Oui. C'est clair. Oui. Stéphanie, je sais pas, depuis que tu as dit McDo, je salive le Big Mac, mais... C'est bon, du McDo, c'est bon. C'est bon pour le moral. Mais j'ai envie de t'entendre sur l'étape de plus que la Fondation fait, justement dans cette capacité qu'ont eu les dames à la barre de la Fondation de renouveler la patente, c'est-à-dire le partenariat, le parrainage de famille. C'est-à-dire qu'on s'engage, certains des gouverneurs, à, oui, bien sûr, accompagner financièrement la Fondation et certaines familles, mais on parraine aussi de façon humaine et concrète. Parle-moi de ton parrainage depuis l'année dernière. Mais moi, ça a été une belle histoire. On a parrainé le petit Samy avec ses 2 frères, sa maman et le papa. Et Samy, aujourd'hui, il va bien. Il est en rémission et puis c'est terminé. Il va y retourner à l'école. Ses cheveux ont repoussé. Wow. Alors, pour nous, ça a été une belle histoire. Et ça nous a permis aussi, dans le fond, Samy, on l'a intégré dans nos restaurants McDonald's, Samy et sa famille. Puis ce qu'on a fait, c'est on a fait des concours entre nos restaurants. Et ça a permis à nos employés de créer un lien aussi. Et puis c'est Samy qui venait avec sa famille présenter le gagnant du restaurant. On faisait un party à distance, évidemment. Ouais, ça a été une belle aventure. C'est une hyper belle expérience. Puis c'est certain qu'on rembarque cette année aussi avec une nouvelle famille. Et j'invite grandement à ceux qui veulent s'impliquer, qui cherchent quelle cause ou c'est une belle expérience de vie. Mais Stéphanie, j'ai envie de t'entendre sur... tu sais, ce que je trouve beau du parrainage, pour l'avoir vécu moi-même, c'est que notre objectif, c'est de provoquer un changement ou de faire du bien à ce bout-là de la chaîne, c'est-à-dire cette famille qui en a besoin. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que ça se passe finalement vraiment à deux sens et que ça a un impact sur nous aussi? Mais tu as raison, parce que ça, je m'attendais pas à ça, mais effectivement, automatiquement, ça nous apporte à nous aussi et énormément.
comment je pourrais bien dire, ça m'a pas transformé, mais... Il fallait évoluer peut-être? Non, mais ça m'a apporté beaucoup à approfondir mes valeurs. Ah, ouais. Wow! Oui. Et puis, c'est pas à moi à leur dire merci, mais c'est un merci aussi parce que je trouve que j'évolue... je deviens une meilleure personne. Ouais. C'est pas ça mon but, là. Mon but, c'est de, comme je disais tantôt, de pouvoir donner, si c'est juste une petite goutte, de donner du bien, mais je reçois en retour. Et ça, je m'attendais pas à ça. Et moi, je suis une personne qui a de la difficulté à recevoir. Donc, c'est ça. C'est dit. Roger, de ton côté aussi, tu as fait partie de cette aventure du parrainage et tu récidives encore une fois cette année. Est-ce que toi aussi, tu as reçu cette charge-là ou un impact de ton côté tout en aidant de l'autre bord? En fait, c'est quand même particulier parce que Stéphanie, elle disait, quand on aide les familles, eux nous donnent beaucoup. Puis je lisais quelque chose dernièrement, ça me marque, c'est drôle. C'est que si on veut être capable de bien donner, il faut être capable de bien recevoir. Fait que c'est quand même très important. Fait que moi, j'ai remercié la famille de l'année passée. J'ai quand même passé du bon temps avec la famille puis les enfants, puisqu'ils sont 4 enfants, une de malade, mais les 3 autres sont pas malades. Puis on a fait des activités avec les enfants. Fait que c'était bon. Je n'étais pas tout le temps là, mais on a fait des activités, on a créé des choses, puis j'ai trouvé ça super agréable. Moi, j'ai vraiment aimé cette expérience-là. Puis là, je me suis embarqué pour la revivre cette année encore une fois. Fait que oui, moi, j'ai beaucoup apprécié. Puis je pense qu'on grandit, mais aussi... On peut les remercier. Moi, en tout cas, je trouve que c'est important de leur dire parce qu'eux pensent que c'est nous qui faisons quelque chose pour eux. Mais en même temps, c'est à nous de leur dire qu'eux font aussi quelque chose pour nous. Puis je pense que après ça, je sais pas comment, mais je pense que la chimie est différente aussi. Je suis d'accord et j'ajouterais ceci. Moi, l'impact que ça a eu sur moi, c'est que nous, on fait des choses au sens où on travaille, on met la main à la pâte pour provoquer ces transformations-là et trouver ces sous-là, ces petits plus-là pour leur faire du bien. Mais eux, ils nous transforment et ils nous touchent en étant juste ce qu'ils sont. Et c'est ça qui m'a ébranlé. Moi, c'est de côtoyer une famille, 2 grandes sœurs, le petit bonhomme qui était atteint et le petit bonhomme, il va m'en vouloir, le fort adolescent de 14 ans, salut Ben. Puis des parents, puis dans les échanges textos, quand un matin en route vers l'hôpital, tu reçois le « il est dur matin pour Benjamin », tu fais « OK, ouais, le matin que j'ai trouvé rough, moi, c'était pas ça qui se passait, mais juste ce texto-là te permet de relativiser les choses puis de faire, ah oui, il y a pas mal plus grand qui se passe que moi en ce moment et pas mal plus grand comme défi à affronter pour un petit bonhomme de 12, 13 ou 14 ans. Donc, et toute sa famille qui l'entoure. Donc, vraiment une aventure humainement tellement enrichissante que ces parrainages. Mais là, les 2 personnes que j'ai en m'accompagner sont prêtes à tout pour aider les familles. Il faut que tu me parles de l'aventure des tartes au sucre, Roger. Bien, en fait, l'année passée, en fait, la présidente de la Fondation, puis Mélanie, une gouverneure, avait décidé, en fait, de faire des tartes au sucre pour faire leur levée de fonds pour ramasser, en fait, parce que l'engagement d'un gouverneur, quand il parle à une famille, c'est ramasser un minimum de 5 000 $. Ouais. Alors, Mylène, elle me dit, Roger, ça te tente-tu de nous aider à faire des tartes au sucre? Puis on a fait, je pense, en 3 jours, 600, quelque chose comme ça. 600. Es-tu un bon chef? Moi, j'aime beaucoup cuisiner. Ah, bon, c'est bien parti. Non, j'aime beaucoup ça, mais en fait, là, c'est pas de la cuisine, c'était de la chaîne. C'était une usine à faire des tartes. Et 600 tartes au sucre. Plus que ça, même, je te dirais un peu, mais Mélanie pourrait donner le compte exact, mais c'est en haut de 600. Ouais. Et dans le but de donc les vendre pour amasser des sous. Il a ramassé 8 $ par tarte, fait que c'est quand même ça super. Ça valait la peine. Est-ce que tu t'en es gardé quelques-unes? J'en ai acheté quelques-unes. C'est ça l'objectif, faire une levée de fonds. Oui. Non, mais oui. Non, je vais pas dire que ça a été gardé. T'as acheté les tartes que t'as faites. Oui, entre autres. Puis est-ce qu'elles étaient bonnes? Elles étaient excellentes. Bon, bien joué. Oui, c'était vraiment bon. Comme quoi, toutes les idées sont bonnes pour aussi ramasser des sous et renflouer les coffres de la Fondation. Malheureusement, le temps nous presse, c'est déjà presque terminé, mais vite, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé dire sur la Fondation que je ne vous ai pas donné l'occasion d'exprimer encore? En fait, moi, j'aimerais dire en premier un merci. Parce que cette fondation-là, elle m'a, oui, comme Stéphanie le disait, elle m'a permis de grandir, de devenir une meilleure personne, mais aussi d'apprendre à connaître plein de gens. Ces gens-là font partie de ma vie aujourd'hui, puis j'en suis très heureux. Mais moi, je dirais merci aux familles de la Fondation qui nous laissent rentrer dans leur vie. Je voudrais dire merci à tous ceux qui s'impliquent auprès de la Fondation, les bénévoles. Et
je remercie les futurs gouverneurs de l'espoir. Ouais. Oui, et oui, bravo. je suis convaincue que les nouveaux gouverneurs de l'espoir vont vivre une hyper belle expérience. Fait que j'invite à grand nombre. Absolument. Ben merci à vous deux. Et si Merci vous à dites, toi. hey, mon Dieu, je me sens interpellé, j'ai envie de faire ma part et de devenir moi-même gouverneur, ben sachez que toutes les informations se retrouvent sur nos différentes plateformes. Page Facebook, notre nom officiel, c'est la Fondation des gouverneurs de l'espoir. Et bien sûr, le fondationdesgouverneurs.org. Toutes les informations se retrouvent sur notre site Internet. Stéphanie, Roger, merci beaucoup. Puis restez là parce que la jasette de l'espoir se poursuit. Très, très heureux de vous présenter mes deux prochaines invitées. J'aime tous mes invités, mais j'ai un petit faible pour ces deux dames que je connais un peu plus que tous les autres ou toutes les autres. Je vous présente Isabelle et Maude Eugénie, qui sont respectivement la maman et la sœur de Benjamin. Pourquoi je les affectionne particulièrement? Parce que pendant toute l'année 2021, j'ai eu l'immense privilège de les côtoyer d'un peu plus près et de les parrainer à travers leur fiston. Et en fait, fiston, ce n'est pas ton fils, bien le tien, mais ton frère, Benjamin, surnommé le Viking. Et vous allez tout comprendre pourquoi à partir de maintenant. Alors, mesdames, d'abord, bonjour. Salut. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci d'être là aujourd'hui pour parler de cette aventure qui, dans votre cas, je peux peut-être un peu vendre le punch, mais semble s'achever très, très bientôt. Au moment où on se parle, on est le 18 janvier. Et qu'est-ce qui se passe? Tu me disais juste avant que ça commence, qui attend quoi, Benjamin, le 26? La fin de ses traitements de chimiothérapie après 3 ans et demi. Donc, toute une étape. Absolument, Ouais. ce sera un moment marquant. Il anticipe ça comment, Benjamin, du point de vue de la sœur ou de la maman, cette date du 26 février prochain? Il est vraiment excité, là. Il a hâte de finir parce que ça veut dire arrêter de prendre de la chimio matin, soir. Ça veut dire de comme retrouver un rythme un peu plus normal, de pas avoir à se soucier de faut pas oublier la chimio à 4 heures, faut pas oublier ça. Fait que je pense qu'il est vraiment excité. Puis après ça va être comme juste des rendez-vous plus annuels. Mensuels. Oui. Ça va être J'aimerais ça annuel, là. ça va être plus calme, là, moins stressant là, Ouais. aussi. Là. Donc, la vie ne sera plus régulée par cette maladie qui pèse depuis presque 4 ans maintenant. Mais oui. Mais je veux que justement on en parle parce que souvent, quand on pense à l'enfance touchée par la maladie, on pense à la petite enfance, on pense à des enfants naissants, à des bébés. Dans votre cas, la maladie a frappé alors que Benjamin avait 10 ans. Si on retournait à il y a 4 ans et que vous me racontiez comment vous avez accueilli, reçu cette nouvelle-là, puis quel genre d'impact ça a eu sur la maman, la famille et la sœur que tu es. Ben, Benjamin, c'est un garçon actif, sportif. Il était dans un sport-études, hockey. Donc, tous les matins à l'école, tous les après-midi en hockey, plus la ligue. Donc, il jouait et embarquait sur la glace 8 fois par semaine. Donc, nous, on pensait qu'il y avait un surmenage ou un surentraînement, une fatigue. Ouais. Parce qu'on était le 10 octobre, donc le rythme était peut-être trop intense pour lui. Il disait, je pense que je fais trop d'abdos, j'ai mal au ventre. Ça, moi puis Flo, on était jalouses là, quand il nous a dit ça. Là. Donc, on se présente à l'hôpital pour une prise de sang, voir si c'est une mono. Puis, ils nous disent, dans une heure, on va avoir le résultat. Ça, on en prend 2. Puis, on a un changement de médecin. Puis, mon mari fait une blague en disant, bon, on a le changement de chiffre de corps pour se faire dire, non, moi, je suis oncologue. Donc, Sorti de nulle part. part. Là. Aïe, aïe, aïe. Donc là, il dit, attends une minute, oncologue, c'est cancer. Puis là, elle fait signe que oui. Puis Benjamin ne sait pas c'est quoi ce mot-là. Mais nous, on le sait. Ben, clairement. Trop. Puis elle commence à lui dire, c'est confirmé, j'ai pris 1 heure, j'ai analysé en laboratoire, c'est pas un faux diagnostic. Fait que c'est vraiment vrai. Puis mon mari dire, est-ce que vous pouvez prendre quelques minutes, je vais juste appeler ma femme. Puis je pense que ça va être vous qui va avoir à lui parler. Puis moi, au téléphone, je lui dis, pouvez-vous m'attendre? J'arrive à l'hôpital pour réaliser qu'après ça, je vais l'avoir pendant 3 ans et demi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle doit m'avoir trouvé ridicule. Mais au bout du compte, il est comme 8 heures, un mercredi soir. Tu sais, c'est des moments vraiment marquants. Ben, assurément. Puis ça devient des vers nouvelles dates. 8h30, on est les deux dans le salon en arrière. Flo est dans sa chambre. Flo descend pour venir nous parler de je sais pas quoi. On reçoit le téléphone, on fait pause à notre émission. Là, toi, tu capotes, là, tu marches, tu vas jusqu'à dans le salon en avant, tu reviens en arrière, tu respires fort, tu paniques. Là, moi puis Flo, on n'a aucune idée parce que tu nous dis rien, là. Tu fais juste écouter qu'est-ce qu'ils disent, puis qu'est-ce que t'apprends. Puis c'est là qu'après ça, on est allé voir les voisins, eux nous ont aidés.
lui, il est parti avec toi. Même s'il travaillait très tôt le matin, il a pris son temps. Il est allé avec toi te reconduire à l'hôpital. Le Flo puis moi, on attendait avec la voisine pour que notre tante qui était enseignante ou qu'on est à l'école où qu'on était vienne nous chercher pour qu'on puisse aller chez elle. C'était... On pourrait revivre ce moment-là à la minute près. Ouais. C'est ça a l'air imprimé de façon très claire et très nette. Oui. Mais à quel point, en même temps, la vie se met un peu sur pause, dans le sens que j'essaie juste d'imaginer là, s'il fallait que j'apprenne ce genre de nouvelles, le moment où on sait que il y a comme, es-tu un peu à côté de ton propre corps, le temps où tu te rends à l'hôpital, que l'information s'assimile, mais attends, mais c'est parce que c'est une gigantesque nouvelle. Là. Oui. Puis leucémie, moi je sais que c'est le cancer du sang. Donc le sang, c'est partout dans le corps. Puis là, je me dis, comment ils vont faire? Comment ils vont faire pour l'enlever, ce bébite-là? Là? Puis, j'ai de la misère à respirer. Je réalise, je suis pas capable de conduire parce que je tremble trop. J'arrive à l'hôpital, puis je m'écroule dans les bras de mon mari, puis je me rappelle tellement de lui avoir dit, je ne serai jamais capable de passer au travail. Ah ouais? Puis lui, il me dit, on n'a pas le choix. Puis on arrive à côté de Benjamin, il est dans le lit, déjà tout branché. Puis là, il est rendu 9h et quelques, là. Puis il nous dit, Benjamin nous regarde, puis il me voit en pleurs, puis là, c'est là qu'il réalise, c'est grave ce qu'on vient de me dire. Est-ce que je te sens être émotif? Oui, c'est quand même émotif. Bien, clairement. Parce qu'en fait, j'ai transmis à mon fils une peur de qu'est-ce qui était pour lui arriver. À minuit, il était transféré dans sa chambre, déjà sous traitement, puis on nous fait visiter l'aile, parce qu'on était à l'hôpital pour enfants de Montréal, puis là, on nous dit, ici, c'est votre cuisine, votre four, votre frigo, votre laveuse. Okay, c'est déjà installé là, pour eux, c'est clair que... Puis là, c'est là que je lui arrive, puis excusez-moi, là, je comprends qu'il est en traitement, mais pourquoi vous me montrez un four, une laveuse à linge? Bien, ils ont dit, on vous a pas dit, vous allez être ici 1 mois. Aïe, aïe. Sur une possibilité de peut-être 10 mois. Donc là, c'est là que tu dis, oh là là là. C'est un combat qui commence, mais on sait pas quand. On sait quand il commence, on sait pas exactement quand il va se terminer. Ouais. Et toi, comme sœur, parce que on dit souvent que la Fondation aide les familles et que pour la fratrie, la vie change. Forcément, t'as bien sûr l'enfant malade, Benjamin, qui lui a un combat clair à mener, mais la grande sœur que t'es de Benjamin, t'as une autre sœur aussi là, qui est entre vous deux, Florence. Donc, comment tu reçois ça, puis comment ça change ta vie à toi? Mais c'est difficile parce que on est habitué de recevoir notre frère. On était ensemble au secondaire, puis il était au primaire. Fait que on revenait le soir, Ben était là, on le voyait. Mais là, ça veut dire pendant 1 mois, on l'a pas vu. Puis je pense que le plus fou là-dedans, c'est que la journée qu'on l'a appris, nous, à l'école, c'est la journée Terry Fox. Tu sais, le garçon qui a eu le cancer, qui a traversé le Canada. Absolument. Puis le matin, Flo puis moi, on marchait pour aller à l'école. Puis Flo, elle m'a dit, c'est peut-être un cancer. J'étais comme, non, Flo, c'est pas ça. On pense pas à ça. Puis on en a reparlé, je pense, la veille. En plus, on capotait. On était genre, on a vraiment dit ça. Genre, c'est pas ça, c'est peut-être ça. Puis on capotait, là. C'est de comme savoir que c'est vraiment ça. Puis c'est quand même intense, là. Je veux dire, nous, nos parents, ils sont là à l'hôpital, ils s'alternent. Puis nous, là-dedans, faut continuer à aller à l'école, faut continuer à performer, faut continuer à faire nos activités parce que tu peux pas tout arrêter. On peut pas tomber toutes les 5 dans la chambre à vivre pendant 1 mois, là. Ben non, sauf qu'en même temps, puis corrigez-moi si je me trompe, mais la vie de Benjamin, en l'occurrence, devient le moteur, c'est-à-dire le baromètre autour duquel la famille va vivre. C'est-à-dire que, évidemment, tu viens de le dire, les parents doivent alterner, rotationner à l'hôpital. Donc, ça fait en sorte que vous êtes un peu délaissés, ou non, au contraire, tu trouves que tes parents ont été extraordinaires parce que, en fait, ma question serait, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un petit bout de ton adolescence qui est parti plus vite que prévu parce que tu as dû être une accompagnante ou une grande sœur aidante pour un frère malade? Est-ce que c'est le cas ou je me trompe complètement? Oui, c'est le cas. Mais oui puis non, parce qu'on a vraiment... Je suis autonome depuis très longtemps, puis je m'occupe beaucoup de mes affaires, mais là, j'ai eu dû gérer, pas nécessairement juste moi, mais ma sœur aussi à gérer. C'est quand qu'on va laver notre linge d'école, c'est quoi qu'on va manger comme lunch, comment qu'on va se rendre à l'école, comment qu'on revient. Puis là, c'est avec ma sœur que je parlais de ma journée à l'école, c'est pas avec mes parents. Mm-hmm. C'est avec elle que je racontais mes activités, ce que j'ai fait. Fait que c'est vraiment gérer nous. Puis tu sais, nous, on arrive le soir, puis OK, c'est maman qui est là ce soir. OK, on va l'aider à faire le souper, on va l'aider à faire ci. Puis c'est difficile, là, parce que oui, il était 1 mois à l'hôpital, mais même après ça, on vivait ça encore à la maison, à s'occuper de nos trucs, parce qu'on veut pas nécessairement aller voir nos parents puis dire « Ah oui, je me sens pas bien aujourd'hui », parce que lui, ce que Ben vit, c'est beaucoup plus grave que ce que nous, on vit en ce moment. Mais ça n'empêche pas que tu peux avoir tes malheurs ou challenges d'adolescente. Mais c'est ça, mais c'est au fil du temps, on l'a appris ça, qu'on peut en parler de ce qu'on fait puis tout, mais au début, je pense qu'on a été une longue période à juste
plus nous renfermer. Puis ma soeur puis moi, on a vraiment créé un lien, là. Avant, je trouvais que j'étais beaucoup plus proche de mon frère parce qu'on se ressemblait plus dans nos façons d'agir puis dans ce qu'on aimait. Mais après ça, avec Flo, là, on était tout le temps ensemble, on partageait tout, on faisait des activités juste nous deux, puis on s'est vraiment beaucoup plus rapprochés. Puis je trouve que on se comprenait mieux aussi, là. Et quand on est maman d'un enfant malade, mais qu'on a 2 autres grandes filles à la maison, comment on gère cette nouvelle réalité de vie-là? Ben en fait, nous, on a essayé vraiment, parce que Maude, elle a naturellement pris le rôle d'une deuxième mère. Mais elle n'a pas l'âge, puis c'est pas son rôle. Fait qu'on a vraiment ciblé de lui défaire. Puis elle voulait nous organiser. Puis elle pensait, c'est naturel de penser à se nourrir, de se prendre soin. On le voit que c'est inné là, en elle, mais c'était pas son rôle. Fait que c'était d'essayer de défendre ces mécanismes-là parce qu'on était quand même là. Fait qu'on a essayé de d'être plus présent, en fait, puis de devancer. La devancer. De la devancer, oui, elle. Oui, tout à fait. Puis je reviens à ce que je disais, quand c'est des petits-enfants tout jeunes, ils sont pas conscients qu'ils sont malades et qu'ils accaparent peut-être cette attention-là. Quand tu as 10, 11, 12 ans, puis que Benjamin est un pré-ado, il est bien conscient que des fois, il y a peut-être un voyage de famille qui a été retardé, repoussé ou qui a été annulé parce qu'il devait avoir des traitements ou des suivis. Comment Benjamin, lui, vivait ça, de devenir soudainement le référent autour duquel tout le reste de la vie de la famille allait s'organiser? Est-ce qu'il y avait un malaise? Est-ce qu'il l'a manifesté? Oui, beaucoup, parce que Benjamin, c'est une personne sensible. Là. C'est un garçon qui réalise. Il réalise le avant, pendant, puis le après. Puis, il y a souvent, il y a des moments dans la chimiothérapie où ça affecte le caractère. Puis il sait qu'il nous parle pas comme il faut, puis qu'il s'impatiente, puis en même temps, il me flatte sur l'épaule. En voulant adoucir ses propos parce que ça y sort direct. Puis combien de fois on a passé des nuits à l'hôpital, puis maman, je m'excuse pour ma fièvre, mais il n'y a aucun... Mais non. Il n'y a aucun pouvoir là-dessus. Absolument. À quel moment est-ce que la Fondation des gouverneurs de l'Espoir est entrée dans vos vies? On vous en a parlé, vous l'avez découverte. Comment ça s'est passé? Mais moi, par mon milieu de travail, il y a un gouverneur qui avait déjà parlé de la Fondation, qui a invité un sous-traitant. Puis par cette entremise-là qui avait assisté au bal, ils ont pensé à moi. Puis ils m'ont dirigé vers cette fondation. Puis tout de suite, dans le premier mois, on a su que la Fondation pouvait nous accueillir. Puis donc, ça fait plus de 3 ans qu'ils nous aident. Puis c'est réellement, c'est concret comme aide, là, parce qu'on a des emplois privés, pas d'assurance. Puis on a dû alterner pendant 10 mois un de nous absent au travail. Donc, la Fondation, pour nous, notre part, c'est de l'aide alimentaire. Puis Benjamin, avec ses traitements, c'est sûr qu'on va essayer de lui assurer une bonne alimentation. Il y a des goûts particuliers parce qu'on s'entend que ça goûte le carton depuis ce jour-là. Excuse-moi, quand tu as dit ça, sa sœur fait « Oh oui! » Oh, oui. Ouais, les trucs épicés. Là, à un moment donné, c'était les chips au ketchup. Après ça, c'était plus les chips au ketchup parce que ça fonctionnait plus. Là, c'était les Fritos. Là, ça fonctionnait. Là, à un moment donné, c'était du spaghetti. Il voulait toujours manger du spaghetti. Ah, ouais. Là, à un moment donné, c'était des steaks. Il voulait des steaks à tous les repas, là. Mais on s'en souvient parce qu'on a toujours été... Avant, on mangeait ce que notre mère nous préparait, puis on chialait pas. Mais là, lui, à cause de ses médicaments, il voulait ça. Puis ça a changé, ça, quand même, parce que on disait pas ce qu'on nécessairement qu'on voulait. Mais là, ça, je m'en souviens, là, de ce qu'il voulait pas, qu'est-ce qu'il était capable, qu'est-ce qu'il était pas capable, là. C'est marquant, là. Et donc, la fondation qui arrive dans vos vies, est-ce que ça apaise un peu? Est-ce que à quel point c'est venu porter un certain baume sur... Parce qu'on raconte souvent que ça vous permet, comme parents, de rester des parents et de vous dédier et aux enfants non malades et à l'enfant malade. Est-ce que ça a été le cas pour vous autres? Ah oui, complètement, là. C'est un groupe de soutien en même temps, là, parce que c'est des employés exemplaires qui ont du cœur, puis qui veulent notre bien, puis qui se soucient de nous, là, je savais qu'au quotidien, je pouvais faire appel à eux. Puis à différents moments, ils nous ont emmené des opportunités, des privilèges auxquels, en fait, on n'avait plus accès. Puis ce qui est particulier, c'est que c'est toute la famille qui avait droit. Ah, c'est cool, ça. Maude, Eugénie me disait, pendant qu'on était en route pour venir ici, elle me dit, tu sais, maman, elle dit, j'existe comme fille, comme prénom pour un organisme. Ouais. Je ne suis pas que la sœur de Benjamin. Oh wow, c'est bien dit, mais, ça. Puis il me demandait comment j'allais, puis comment je me sentais, là, tu sais,
mes professeurs, je parlais de comment mon frère, puis jamais on me demandait, moi, comment ça va, qu'est-ce qui se passe? C'était tout le temps ton frère, comment il va, qu'est-ce qui se passe? Puis même avec les amis, avec les grands-parents, mais avec la fondation, c'était, hey, salut Maude, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? T'es rendu où? Qu'est-ce que tu fais? Fait que c'est vraiment réconfortant, puis savoir qu'il y a quelqu'un autre que mes parents qui étaient occupés avec mon frère, qui se souciait de moi, puis qui réalisait que j'étais là, puis que j'existais, là, comme. Est-ce que t'es pas obligé de répondre, tu peux me dire que c'est indélicat comme question, puis je vais passer à autre chose, mais est-ce qu'il y a un bout où c'est frustrant d'avoir un frère malade, justement pour ce que tu viens de dire, que tu sais, je pense à des gens qui ont des frères ou des sœurs vedettes de sport ou de télé, où ils deviennent la sœur de, ou le chum de, ou là, toi, tu viens de le dire, la sœur de. Est-ce qu'il y a un bout où ça a été, avant de compatir, et évidemment, d'aimer ton frère comme tu l'aimais, et encore plus si ça se peut, mais est-ce qu'il y a un bout où t'as vécu ce genre de frustration-là? Ouais. Surtout, je trouve, avec les grands-parents, là, parce que c'est leurs petits-enfants, fait qu'ils se soucient beaucoup de ce qui se passe. Mais tu sais, moi, je continue à faire mes activités, puis à mes sports, puis je gagne des trucs, puis je réussis bien, mais il y a personne qui se soucie de ça nécessairement. Parce que mon frère est à l'hôpital, là, c'est le petit, il faut s'en occuper. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup frustrant parce que je peux pas partager ce que je vis, puis je peux pas partager avec des gens avec qui je le faisais avant. C'est ça qui est difficile. Absolument. C'est tellement bien dit. Puis c'est pour ça que je voulais t'entendre, parce que, tu sais, je veux pas gratter le bobo, mais que les gens qui nous écoutent et nous regardent en ce moment comprennent l'impact que ça peut avoir, puis la bisbille qu'à la limite, ça aurait pu mettre entre des parents et des enfants, entre un frère et une sœur, parce qu'à un moment donné, ben à bout de faire, ben oui, t'es malade, mais Christy, moi aussi, j'existe, tu sais. Et il me reste à peine quelques minutes pour jaser de notre familiarité, parce que depuis 2 ans maintenant, la Fondation permet à des gouverneurs de parrainer des familles, et je dis que j'ai eu le privilège de vous parrainer. J'en ai trop peu fait, là, vraiment, ma blonde était le lien de la courroie de transmission entre nous, mais pour ce partenariat qui revient cette année, ça représentait, et je veux pas qu'on parle de moi, mais bien du concept du partenariat et de la famille, mais de vous sentir accompagné pendant 1 an comme ça. De un, est-ce qu'on a bien fait ça? Parlez de moi 2 secondes, mais mais est-ce que ça a fait du bien de se sentir soutenu comme ça? Oui. Puis est-ce que la Fondation fait bien d'avoir innové comme ça avec, oui, un soutien, appelons ça financier, mais surtout un soutien moral et humain? Oui, mais ce qu'il faut comprendre dans notre cas, c'est que Benjamin, ça fait plus de 3 ans qu'on est dans le processus. Donc, notre environnement social, mais il s'est un peu éloigné, puis peut-être qu'ils sont aussi un peu tannés d'en entendre parler, puis d'être... nous, ça fait longtemps qu'on est isolés, là. C'est avant la COVID, puis nos précautions, toutes nos exigences par rapport à ça. Donc, je trouve que le parrainage, c'est revenu nous redonner un boost pour notre dernière année, puis ça a été très significatif, parce que Marc-Claude, on l'attendait chaque mois. Puis en même temps, c'était le soutien plus que qu'est-ce qu'on se faisait offrir, en fait. Puis les mots d'encouragement que tu as texté, la vidéo, quand on allait à l'hôpital chaque matin, on se donnait des nouvelles. Bien, tous ces éléments-là, bien, Benjamin, il voyait une différence. En plus, on t'entendait à la radio, on s'en allait à l'hôpital. Fait que là, c'était comme... C'est tous ces éléments-là. Moi, je pense que la Fondation, sa force, c'est les personnes qui gravitent autour, qui ont des entreprises, puis qui peuvent nous offrir des services que, pour eux, c'est certain que c'est de leur poche, mais pour nous, ça fait tellement de différence. C'est un petit geste pour l'organisme en question ou la compagnie en question, mais qui, dans votre quotidien, fait une beaucoup plus grande différence. La première été, on a eu un service de tonte de pelouse, là, mais les voisins ont été tellement heureux parce qu'on sait que c'est pas nous qui aurions pris le temps d'aller tondre la pelouse parce qu'on se dépêchait de s'en aller à l'hôpital. Donc, Benjamin, tu sais, l'année passée, c'est 36 visites à l'hôpital. L'année d'avant, 47 visites. C'est plus qu'une fois, tu sais, par semaine ou... En fait, c'est des séquences de journées. Donc, tu sais, ça nous amène à être loin de la maison, puis d'avoir droit à ces privilèges-là, pour nous, c'est ça. C'est un encouragement, puis on se sent porté, en fait, à travers notre parcours. Je suis très touché d'entendre ça, d'abord parce que j'étais avec votre gang, mais parce que quand la Fondation a trouvé cette twist-là pour pallier à tout ce que la pandémie nous empêche de faire, mais de permettre à des familles de parrainer comme ça, puis tant mieux si bien humblement, on a pu vous faire du bien, mais j'ai envie de vous dire à quel point vous nous avez fait du bien, parce que...
je devais toujours à Christy que j'étais moitié. Mais vous avez vraiment toute mon admiration comme famille dans ce genre de défis de vie et d'obstacles de vie. J'ai l'impression que c'est facile de se perdre et de s'échapper là-dedans. Et vous semblez, en tout cas, une famille unie et forte. Et vous êtes vraiment très, très inspirant. Et on a vécu pendant cette année-là, vraiment à distance, mais un peu des fois au rythme de ce que tu te permettais d'écrire à Marie-Claude. Matin difficile pour Benjamin, c'est ça. Et nous, pendant ce temps-là, tu fais je suis fatigué. Oui. J'ai pelleté, puis j'ai mal au dos. Puis tu disais tantôt que j'ai le droit à mes petits malheurs, là, mais à quel point, quand tu reçois le message de la maman, de la gang que tu supportes et que tu appuies, puis qu'ils se disent quelque chose de plus fort et de plus grand, puis tu fais OK, eux autres, c'est ça. Là. Eux autres, ce matin, ils s'en vont à l'hôpital. Puis je me souviens d'un moment donné, tu te dis là, on espère que c'est pas une récidive de telle patente. Puis là, tu fais OK, ça les guette encore et tout le temps. On dirait que, entre guillemets, ça sera jamais fini. Et au contraire, là, on se parle à quelques semaines de la fin des traitements de chimio. Et après ça, il embarque. C'est quoi, c'est 5 ans de. En fait, c'est lui du 11 janvier 2019 qui est en rémission. C'est juste que comme maintenant, la recherche a permis de dire si on laisse le traitement comme une maintenance entretien, on éloigne les chances de récidive. Fait que là, après ça, nous, notre deadline, c'est le 11 janvier 2023 d'attendre de cette date-là pour dire guéri. Dire bye-bye. Mais pour Benjamin, c'est vraiment la fin de la prise de chimio parce que malgré tout, il n'a jamais appris à avaler ses comprimés. Donc, il doit les croquer. On a des petits trucs tic-tac et autres, mais et du sucre ou du chocolat après, mais pour lui, ça va déjà être beaucoup mieux. Eh bien, Maude Eugénie, Isabelle, je vous jaserai encore très, très longtemps. C'est là que ça doit s'arrêter. Merci d'avoir été une famille inspirante pendant cette année-là de partenariat. Puis c'est pas parce que le partenariat est officiellement terminé que ça s'arrête là pour nous. Au contraire, on garde bien sûr le contact et on est très, très heureux de savoir que Benjamin, ça achève et qu'on a bien hâte, comme vous autres, au 11 janvier 2023. Merci de votre partage et témoignage aujourd'hui. Je suis très, très content de vous avoir recroisé ce matin. Merci. Merci. J'ai le bonheur de terminer cette jasette de l'espoir avec deux dames qui s'impliquent à fond et généreusement, sans compter, dans la Fondation des gouverneurs de l'espoir. Je vous présente Fée et Sophie. Allô, mesdames. Bonjour. Allô. Merci d'être là pour partager le pourquoi du comment de deux dames qui pourraient faire plein de choses dans la vie, passer leur temps à faire plein d'autres choses que de s'impliquer aussi généreusement dans une fondation comme la nôtre, qui est la Fondation des gouverneurs de l'espoir. Donc, j'ai envie qu'on connaisse votre parcours, d'où vous vient cet attachement, comment est née cette collaboration-là avec la Fondation. Puis, on parle souvent de ce que la Fondation fait pour les familles, bien sûr, mais peut-être l'impact que la Fondation a eu sur vous comme deux dames qui généreusement vous impliquez et parrainez depuis 1 an maintenant dans ce processus de parrainage. Un trio de familles qui ont parrainé un trio d'enfants. Vous allez voir, vous allez tout comprendre au cours des prochaines minutes. Je vais commencer par Fée, d'abord, si tu veux bien. Donc, tu es une artiste. Oui. Et j'aimerais qu'on commence. Je trouve l'anecdote savoureuse. Pourquoi Fée comme nom d'artiste? Mon prénom est... mon nom est Guylaine Tremblay. Alors... on dirait que ça me dit quelque chose. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a dû trouver un nom qui pouvait m'identifier autre que la comédienne. Et c'est en faisant du brainstorming qu'on est sorti avec Fée. Premièrement, ma mère m'appelait sa petite fille quand j'étais jeune. Ah, c'est charmant. Et j'ai décidé de prendre le Fée, F-A-Y, pour aller chercher les lettres de mon autre famille, finalement. Ah, ben oui. Alors, Bien c'est joué. de là que Fée est née. Parfait. Et donc, Fée, maintenant, comme artiste, elle fait quoi? Elle s'implique comment au niveau de la Fondation des gouverneurs de l'espoir? Moi, j'ai tombé en amour avec la Fondation des gouverneurs quand j'ai été invitée en 2012. Et quand je suis devenue artiste, pour moi, c'était important de redonner. Et la Fondation était tellement venue me chercher à cette soirée-là que j'ai dit, moi, ça va être ma fondation, elle va me suivre partout. Puis... La soirée dont tu fais mention, est-ce que c'est un des grands bals des gouverneurs? Tout à fait. Alors, pour celles et ceux qui découvrent peut-être à travers ce podcast la Fondation des gouverneurs de l'espoir, lorsqu'il n'y a pas de pandémie et qu'on peut se rassembler en grand groupe, c'est t'expliquer un peu en quelques mots ce qu'est, et Sophie, tu peux embarquer quand tu veux dans la danse, qu'est-ce qu'un grand bal des gouverneurs de l'espoir? C'est grandiose, premièrement. Ils veulent récompenser les gouverneurs et les ambassadrices, ambassadeurs, pour une soirée qui est juste
extraordinaire qui sort de tout ce qu'on peut penser. Et on est touché par les familles, on est touché par la maladie. On ne peut pas faire autrement que juste tomber en amour avec cette fondation-là. Puis honnêtement, on veut redonner. Puis on aimerait même, dans ces soirées-là, avoir moins, recevoir moins pour donner plus encore. C'est bien dit. C'est grandiose, c'est inexplicable. Je sais pas pour toi. C'est plus grand que nature, ces soirées-là, pour Tout vrai. à fait. Là. Oui. Parce que c'est là aussi pour toi que c'est né cette association-là ou ce rapprochement-là? Oui, mais à la base, mon beau-frère Sylvain, qui est le président de la compagnie pour laquelle je travaille, qui est une compagnie familiale, une entreprise familiale, lui était gouverneur en premier. Lui, c'était le doyen de notre gang, là, si on veut. Puis, c'est ça. Fait que lui, moi, je la connaissais un peu par lui, mais jusqu'au moment où il dit, là, je vous invite au bal, vous en venez le prochain bal, tel soir, bon, tu sais. Alors, le bal, tu sais, le rêve les robes, tu sais, vraiment. Oui, c'est une soirée chic, une soirée grandiose. C'est une journée complète pour les filles, en tout cas. Ce qui est fou, c'est que pour en avoir animé quelques-uns, maintenant que j'ai l'honneur d'être porte-parole de cette fondation-là, c'est que, bien évidemment, on passe par toute la gamme des émotions. C'est à la fois un gros party, mais tu l'as dit aussi, il y a un moment où on est très, très touché parce qu'il y a souvent un partage, un témoignage d'une famille qui a bénéficié de l'aide de la Fondation des gouverneurs de l'espoir et qui nous raconte son parcours, comment la Fondation a aidé. Donc, on rit, on pleure, on danse. Ouais. C'est un gros party. Il y a plein d'artistes ou de personnalités de tout domaine qui sont invités à accompagner et à rencontrer ces gouverneurs-là pour la différence qu'ils font dans la vie des enfants malades. Mais je reviens donc à toi comme artiste. Comment tu as décidé de t'impliquer? Parce qu'on voit, pendant que tu nous jases, on voit une toile derrière toi. Si tu me racontais un peu l'histoire de cette toile-là. Oui, bien, celle-ci est venue avec nos enfants qu'on a parrainés cette année avec Couverture Ciel-Honneur, qui est le mari à Sophie. Alors, il y a Stéphane Sylvain, qui est le président de la compagnie, et Steve, mon conjoint. Alors, on a eu chacun un enfant et on a décidé en groupe de prendre tous nos enfants puis les mettre ensemble. Et on s'est dit, ben on va faire une campagne, qu'est-ce qu'on pourrait faire, tout ça. Et on est venu avec une idée que je pourrais faire une toile, faire une étiquette, mettre ça sur une bouteille de vin, vendre la bouteille de vin, ramasser le plus d'argent possible. Puis c'est de là qu'est né. Et cette toile-là m'est venue dans la nuit. Je pensais aux 3 enfants qu'on avait. On avait Maria, Cristal et Zach. Et en pleine nuit, ça m'a réveillée que j'ai fait, bon, OK, des enfants, c'est précieux. Précieux, un diamant. À l'intérieur, il y a du miroir. Le miroir, c'est l'âme de l'enfant. Je voulais qu'il soit protégé par l'ange. Alors, tu sais, il y a eu toute l'évolution dans la nuit. Quand je me suis réveillée, je suis partie, j'étais allée travailler tout dans mon atelier. Et je suis arrivée avec ça et je l'ai présenté ensuite à tous les gouverneurs et Sophie et tout ça. Et ils ont fait, ouais, c'est beau, on y va. Puis avec l'étiquette, ben c'est important pour nous de mettre leur nom. Alors sur l'étiquette, il y a les noms des 3 enfants. Alors, qui a touché aussi nos familles, qui ont été très émues. Ça a été notre première campagne de financement pour notre parrainage de l'année passée, finalement. Là. Ouais. Mais à quel point il faut de l'audace et de la vision? C'est une chose de se dire en gang, hey, on fait une étiquette de vin, puis le lendemain, tu fais, ouais, peut-être ambitieux comme projet, les étapes. Il y a plein de moments où on peut abandonner ce projet-là. Sophie peut en parler. Oui, raconte-le-moi, s'il te plaît, parce que entre avoir l'idée, le flash, et de concrétiser la chose pour finir par ramasser les sous qui vont venir en aide à ces familles-là, c'est facile de baisser les bras, j'imagine. C'est sûr. Mais tu sais, écoute, moi, mon rôle dans l'entreprise, je suis contrôleur. Fait que moi, je suis la comptable. Et c'est ça. Et c'était pas évident parce qu'on ne pouvait pas vendre une bouteille de vin par la compagnie parce qu'on n'a pas on n'est pas autorisé de faire ça. Alors, il fallait absolument passer. On a travaillé en collaboration avec un vignoble qui est la Bullerie. Donc, on a travaillé en collaboration avec eux, mais pour ma part, j'avais pas le contrôle. Et ça, on sent que Sophie n'apprécie pas tant ne pas avoir le contrôle. En fait, c'est juste que ça nous a amené, tu sais, ça a bien été malgré tout. Je comprends. Tout ça a juste été peut-être
pas à ma façon, un peu plus long, tu sais, bon, regarde. Mais en même temps, il faut donc que tu sollicites certaines personnes Oui. de généreusement embarquer. Tu sais, Oui. que vous ayez une générosité, c'est une chose, à mais de fait. convaincre d'autres de dire, il n'y aura pas de pièce au bout pour vous autres là-dedans. C'est ça. C'est un don C'est ça. de votre vignoble, Oui. de votre embouteillage, pour qu'on puisse coller notre étiquette. Ça fait en sorte que tu dois aller solliciter. Oui, tout à fait. Tu sais, ben, je veux dire, la contrepartie, c'est, ben, écoute, on va afficher le nom de votre vignoble. Absolument. C'est vraiment de cette façon-là. Là. Puis, mais somme toute, ça a été une belle expérience. Tellement. C'est une belle réussite. Mais quand on arrive avec le nom de la Fondation des gouverneurs de l'espoir et ou l'explication de ce qu'est la Fondation des gouverneurs de l'espoir, j'imagine que les gens plient du genou assez facilement. Oh, oui, c'est tout à fait facile. Puis, écoute, ça l'a fait connaître à de nos partenaires aussi, veut pas. Puis les gens, effectivement, embarquent assez facilement. Là. Puis à un point tel que le fait qu'on a vendu ça à plusieurs de nos collaborateurs, des sous-traitants, des fournisseurs, tout ça, mais là, on a du monde qui nous disent, ben, hey, le prochain bal, Ah vous ouais. me le direz, On va ça être là. m'intéresse. Ben Puis, oui. tu sais, fait que là, on a hâte qu'il y en ait un autre bal pour pouvoir le faire. Là, Mais ceci dit, vous n'avez pas besoin d'attendre un bal pour devenir ambassadeur, ambassadrice ou gouverneur. Tout à fait. Gouverneur de l'espoir.org. On vous attend généreusement pour tout don ou toute implication que vous souhaitiez faire. Et toi, tu t'es pas arrêté là parce que tu as d'autres toiles tout près de toi parce que tu veux porter des messages. Oui, ben c'est sûr que avec la Fondation des gouverneurs, on veut aider les enfants, on veut qu'ils guérissent, tout ça. Malheureusement, on en perd. C'est pas ce qu'on veut, mais c'est ce qui arrive. Et pour moi, c'est important de laisser un souvenir à la famille. Alors, attendez un petit instant. Ce que je fais une petite toile avec encore là mes petits morceaux de miroir. Je représente l'étoile parce que c'est une petite étoile qui s'en va au ciel, puis qu'on va se souvenir de la personne qui est partie. Et si la famille veut mettre quelque chose, que ça soit une photo, un bijou, peu importe, je peux aussi l'incorporer dans la toile pour que quand il passe, ben, il voit le souvenir de l'enfant qui est disparu. Très beau geste de ta part, très généreux. Et toi, Sophie, quand on a une entreprise familiale, comme tu le décrivais, les opportunités d'association avec des fondations, des occasions de donner, il y en a plein. J'aimerais t'entendre sur pourquoi est-ce qu'à l'origine ton beau-frère et maintenant toi, ainsi que plein d'autres de vos collègues et partenaires et membres de la famille ont emboîté le pas envers la Fondation des gouverneurs de l'espoir parce que et elles sont toutes nobles, les autres fondations, mais pourquoi celle-là? Moi, je le sais pourquoi celle-là, mais vous autres, où a été l'élément déclencheur de cette association-là? Ben, je te dirais, moi, la proximité avec tous les gens qui font partie de la Fondation, le personnel, toute cette proximité-là, cette authenticité-là, c'est quelque chose que on n'a jamais vu avec d'autres fondations, tu sais, d'avoir un, tu sais, je veux dire, j'ai une question, j'ai une idée, mais je suis capable d'appeler Karine, je suis capable d'appeler Mylène, je suis capable, tu sais, c'est un contact direct. La proximité avec les familles qui a été ajoutée avec le parrainage, nous, on a adoré l'expérience. Ça rendait encore plus concret ce pourquoi on fait ça. Ce que ça nous a apporté aussi de côtoyer ces familles-là. Tellement. Des amis. Des amitiés incroyables. Là. En fait, c'est ça qui est fascinant parce que ce parrainage-là, il est d'abord et bien sûr avant tout financé dans le but de soutenir ces familles, mais tous les gens avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler et pour l'avoir vécu moi-même, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Spontanément, tu as dit des amis. Ouais. Oui, nous, avec les 3 enfants, on a eu Zach, il était plus proche de la maison, alors on a pu aller visiter plusieurs fois. On a pu inviter à l'extérieur, aller manger avec nous au restaurant. Tu sais, à chaque fois qu'on faisait un événement, qu'on faisait quelque chose, on les invitait, on les impliquait. Alors, pour nous, la maman de Zach et Zach, et même son frère. Oui, la famille. La famille oui. au complet, c'est devenu des amis. Oui. Ben, vraiment. Même chose de ton côté? La même chose. Je pense que c'est plus gratifiant pour nous. Je veux dire que l'aide qu'on peut apporter, c'est pas ça qui est important, c'est ce contact humain-là qu'on a pu faire. Puis tu vois ce qu'eux vivent, puis ça ramène
Puis tu vois qu'on apporte une différence aussi. Ah oui. Tu sais, Zach, je pense qu'on y a emmené de la gaieté qu'il avait perdu, le sourire. Tu sais, ça, pour nous, ça vaut plus que l'argent. Ouais. Ça vaut plus que l'argent. Tu sais, l'argent, oui, on est là, puis oui, on veut continuer, puis oui, on veut... Tu sais, mais ce qu'on peut offrir de plus, c'est juste un cadeau. Puis il nous le dit, on parle beaucoup de Zach parce que, comme elle dit, c'est eux qui sont les plus près, les autres étaient un peu plus loin. Quoiqu'on a quand même eu des beaux contacts avec les 3 familles, mais il nous le dit, Zach, là, à quel point que on a amené du beau dans sa vie, puis quand on pouvait, il passait à côté de nous, puis c'est des câlins, puis c'est, tu sais, il est un peu plus vieux, là, Zach, il a 18 ans et plus maintenant, là, mais écoute, c'est gratifiant, c'est vraiment gratifiant. Puis, c'est ça. On parle de votre implication dans la Fondation qui, donc, ultimement, fait une différence dans la vie des familles qui en bénéficient. Mais est-ce que le fait de collaborer, de côtoyer la Fondation et ses bienfaits, ça vous a transformé, vous aussi? L'impact de la Fondation sur vous, est-ce qu'il y en a eu un? Bien, probablement. Probablement, c'est... En même temps, je vais reprendre ta question de ta question précédente, tu sais, le fait que ce sont des gens, la proximité, tout ça, puis qu'on soit impliqué de cette... Je trouve que c'est des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Puis je pense que c'est ça qui a fait le match parfait, en fait, Fondation, en fait, de... Puis, est-ce que ça fait réaliser aussi le privilège que l'on a? Tu sais, moi, je me souviens quand mes mononcles me souhaitaient de la santé au jour de l'an, là, quel vœu poche! Ouais. Tu fais, souhaite-moi d'autres jours que j'ai 4 ans, 14 ans ou 24 ans, tu fais de la santé. Ben oui, c'est quoi cette affaire-là? Genre, la santé, c'est là. Ouais. Puis il faut côtoyer. C'est plate, ce que je dis là. C'est pathétique, en fait, que ça prenne des fois une fondation comme celle-là ou une implication près d'une fondation pour te rendre compte que, ben non, la santé, c'est tout sauf acquis. Ouais. Je sais qu'on dit tout, mais je le mets d'impact sur le tout. Mais c'est tout sauf acquis et que sans la santé, tout le reste n'est pas possible. Non, c'est sûr. Mais en même temps, tu sais, on a des enfants toutes les deux, puis des enfants en santé. Puis je pense que c'est ça que ça nous fait réaliser, c'est que à quel point on a eu de la chance, mais aussi à quel point ça peut changer demain matin, tu sais. Fait que ça, c'est un côté que, tu sais, comme Zach, qui a eu son diagnostic à 17 ans. Ma fille, elle a 17 ans, là, tu sais, je me dis, wow, j'ai été chanceuse, là, mais tu sais, c'est jamais de l'acquis, là, tu sais jamais dans le fond. Fait que ça, c'est le côté, je pense que de côtoyer la Fondation, ça te fait réaliser ces choses-là que probablement on réaliserait pas ou différemment si c'était pas le cas. Là. Et est-ce qu'on en parle avec nos enfants quand on s'implique comme ça pour nous, faire... qui étaient impliqués, les enfants, on faisait des Zooms. Et, tu sais, je me rappelle, nous, mon conjoint et moi, on a 7 enfants ensemble et 3 petits-enfants. Juste ça? Juste ça. Wow! Et une journée, j'ai dit, vous venez tous à la maison, puis on fait un Zoom. Puis, tu sais, je me rappelle encore du visage à Zach qui est comme « Allô, 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 allô ». Pour lui, il était juste... J'ai une chorale devant moi. Ah, c'est tous vos enfants. Puis, c'est qu'il s'est mis à jouer aux jeux vidéo avec un et il s'est mis à texter avec l'autre. Alors, tu sais, c'était pas juste nous et les parrains marraines, c'était vraiment toute la famille s'impliquait de même chose du côté de Sophie. Tu sais, c'est beau. C'est tellement beau, effectivement. Et c'est vrai que ça se passe de génération en génération parce que tu es la maman de Catherine. Oui. Je le mentionne parce que Catherine Sans Regret, qui est venue dans une jasette de l'espoir un peu plus tôt, nous raconter son niveau d'implication. Et je trouve phénoménal puis elle a 17 ans maintenant, mais elle est impliquée comme ça depuis 3-4 ans facilement, même peut-être plus. Elle avait 13 ans. Bon, tu vois, ça fait 4 ans. Mais tu sais qu'une fillette, une adolescente à peine de 13 ans, mise tout. Puis quand on l'a vu, c'est de la chanteuse que vous avez vue à La Voix. Puis à son audition de La Voix, j'étais tellement fier qu'on donne cette visibilité-là à près d'1,5 million de téléspectateurs. Elle avait amené avec elle la fondation. Puis, et là, tu fais, OK, wow, comment une jeune femme de 15 ans à l'époque, ou à peu près, peut porter en elle cette cause-là, alors que, sans vouloir, je juge la génération adolescente, mais où on dirait que tes préoccupations sont tellement pas celles-là, puis je juge pas vous, adolescent, je juge moi quand j'étais adolescent, pas sûr que ça m'aurait interpellé. Donc, chapeau à vous, mesdames, d'impliquer vos enfants et les générations qui vous suivent dans l'association et l'intérêt envers la Fondation des gouverneurs de l'espoir. C'est trop court, il faut s'arrêter ou presque, mais vite, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé dire sur la Fondation
Ben moi, oui. Ben, je t'en prie, s'il te plaît. Je l'emmène partout avec moi. Partout ce que je fais mes expositions, que ça soit à, peu importe New York, Italie, peu importe, j'emmène la fondation avec moi. J'ai emmené la chocolaterie FG Chocolat maintenant qui donne à la fondation, la galerie Mystery qui donne, le restaurant Tricolori qui donne. Alors maintenant, partout ce que je fais, j'emmène la fondation avec moi, puis j'essaie d'emmener le plus de monde possible, puis donner le plus possible à Donc, la le volet international de la fondation, c'est à Fay qu'on le doit. Non, pas du tout. Le côté New York et Italie, parce que moi, je ne suis pas allé parler encore de la fondation là-bas, mais tu me donnes l'idée. Je pourrais aller faire un petit tour là-bas pour leur dire Fondation des gouverneurs de l'espoir. Mais effectivement, tu fais bien, puis c'est ça la force des gens comme vous deux, mesdames, qui vous impliquez, alors que vos enfants sont en santé. Vous auriez pu faire plein d'autres choses et passer outre, mais c'est la vigueur avec laquelle vous portez cette fondation-là et que vous avez envie d'embarquer tout le monde autour. Je trouve ça fort, je trouve ça beau, je trouve ça inspirant. Donc, merci à vous deux, Fay et Sophie, d'être venues me jaser aujourd'hui. Et merci à vous de nous avoir regardé. Une autre jasette de l'espoir qui tire déjà à sa fin. Si vous avez encore une curiosité, fondationdesgouverneurs.org, c'est notre site Internet. Toutes les informations s'y retrouvent, nos différentes plateformes, pages Facebook et autres aussi, qui renferment plein d'informations. Suivez-nous, abonnez-vous à notre page et si vous avez envie, le temps et les moyens de le faire, il n'y a jamais de petits dons. Allez-y généreusement pour aider ces familles qui en ont toujours bien besoin. Patrice Bélanger, très fier porte-parole, qui vous dit merci d'avoir été là puis à très très bientôt pour la suite. Vous trouverez tous les autres épisodes des Jazettes de l'Espoir en format audio sur les plateformes de podcast Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Et en format vidéo sur la page Facebook et la chaîne YouTube de la Fondation des gouverneurs de l'Espoir. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans une prochaine Jazette.